soir aux Nouvelles nationales d'APTN. Un résumé de la semaine de l'enquête du coroner sur le décès de Joyce Echaquan. Les infirmières, les médecins qui ont témoigné cette semaine ont reçu des menaces de mort. Une marche de sensibilisation en lien avec la route 109. Le ministre des Transports répond. Oui, bonjour. Je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. La semaine dernière a été au tour des témoins du personnel de la santé lors de l'enquête de Joyce Echaquan. Beaucoup de questions demeurent. Nous en discutons avec Lindsay Richardson qui a suivi les audiences pour nous. Quoi, Lindsay? Quoi, Sylvie? Je crois savoir qu'il y a eu un drame dans la salle d'audience de jeudi. Oui, Sylvie, on a enfin entendu le témoignage de l'infirmière qu'on entend dans la vidéo de Joyce et qu'on voit à la fin de la vidéo. Donc hier, pendant sa témoignage, elle a décrit le moment qu'elle a paniqué en voyant sa face sur le téléphone de Joyce, qu'elle a arrêté la vidéo, qu'elle l'a supprimée et qu'elle savait pas quoi faire dans le moment. Donc hier, elle était en larmes. Elle a expressé beaucoup de regrets à propos de ses propos. Mais elle a souligné d'avoir vécu un blackout, on peut dire, qu'elle n'était pas au courant de qu'est-ce qu'elle a dit avant avoir vu la vidéo. Mais elle a mis la blâme sur l'environnement à l'hôpital, que c'est vraiment occupé. Il y a un manque de personnel et surtout avec la pandémie, il y a beaucoup de stress sur le personnel soignant. Mais elle voulait dire à la famille qu'elle regrette beaucoup qu'est-ce qu'elle a dit. Mais c'était pas la fin de la drame. Hier, après sa témoignage, une des avocates a demandé une audience privée avec Madame la coroner et en revenant, Madame Maître Kéane Kamel a révélé que les infirmières, les médecins qui ont témoigné cette semaine ont reçu des menaces de mort. Mais on ne sait pas de qui ou comment, mais c'est assez sérieux que la Sûreté de Québec est en train d'enquêter l'affaire actuellement. Donc, quelque chose à revoir dans les prochains jours. Avons-nous appris quelque chose d'autre de nouveau sur le décès de Joyce Echaquan depuis les derniers jours? Mais effectivement, on n'apprend beaucoup. Mais on peut dire qu'il y a deux portraits de Joyce qui sont actuellement en conflit. Donc, la semaine dernière, on a abordé Joyce comme en tant qu'une mère de famille, la mère d'une communauté, c'est une être chère pour la nation Atikamekw. Mais cette semaine, on a appris plutôt sur le côté médical. Joyce en tant qu'une patiente à l'hôpital, quelqu'un qui avait des problèmes cardiovasculaires assez chroniques, quelqu'un qui faisait du diabète type 2, quelqu'un qui était désigné agressive par la personnel de santé. Et peut-être l'information la plus importante qu'on a tirée de ces témoignages, c'est que Joyce avait supposément une dépendance narcotique. Donc, un médecin a même proposé qu'est-ce qu'on a vu dans la vidéo de Joyce, c'est qu'elle était en sevrage, qu'elle avait des sueurs, qu'elle était agressive, qu'elle cherchait de la morphine. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a entendu. Semaine dernière, la famille m'a posé de questions. Comment ça s'est passé à Joyce? Comment c'est possible que quelqu'un peut vivre une telle situation? Puis, de l'autre côté, maintenant, les travailleurs de santé nous expliquent de leur côté comment ça fait du sens avec ces antécédents médicaux qu'elle est morte, effectivement, le 28 septembre. Qu'en est-il de la situation à l'hôpital de Joliette? Que savons-nous de plus? Mais comme j'ai mentionné, on sait, mais c'est quelque chose qu'on pourrait dire effectivement pour tous les hôpitaux au Québec pendant la pandémie. Tout le monde est stressé, il y a un manque de personnel, il y a une forte demande du côté patient. Mais un autre élément qui a été mentionné par le personnel qui ont témoigné, c'est le manque de formation ou de sensibilisation culturelle. Ils ont seulement passé un atelier en ligne de 3 heures. On n'a pas beaucoup de détails. On ne sait pas qui gérait ces ateliers. On ne sait pas quels sujets ont été abordés. Mais on sait que ça n'a pas pris beaucoup de temps après le décès de Joyce pour le gouvernement du Québec à réagir à cette manque
de sensibilisation. Notre ministre des Affaires autochtones a annoncé un soutien financier assez large pour assurer que les infirmières, infirmiers, médecins à l'hôpital de Joliette et aux alentours des communautés atikamekw pourraient avoir une éducation plus approfondie, on peut dire, dans ce domaine. Donc, encore, on n'a pas beaucoup de détails. On sait que c'est mandaté maintenant pour ces employés, mais on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va commencer, qui va diriger ces ateliers et qui est chargé pour assurer qu'on va avoir du suivi après. L'objectif principal de l'enquête est d'obtenir des réponses, mais quel genre de questions doit-on s'attendre prochainement? Il y a beaucoup de questions, mais quelque chose que j'ai appris pendant ce processus, c'est que Madame la coroner a le pouvoir d'intervenir si elle juge qu'il y a un manque d'informations ou au fil des informations s'il y a quelque chose qui ne matche pas, on peut dire. Donc, cette semaine, pendant les témoignages de la personnel de soins de santé, elle a intervenu 2 fois. Donc, la première fois, c'était lundi, pendant que le médecin d'urgence puis le gastro-entérologue ont témoigné. Elle a demandé tous les records de l'hôpital qui appartient de la chain of care, comme on dit en anglais. Donc, la séquence de soins. Donc, il y a une période de 2 heures où c'est pas clair quel médecin, quel service avait la responsabilité pour prescrire les médicaments, pour prendre soin de Joyce et pour être au chevet. Donc, ça, c'est une question que ça s'est posée. Deuxième question, c'était hier, en réponse aux allégations que Joyce a rentré à l'hôpital de Joliette à plusieurs reprises en demandant de la morphine ou les narcotiques. Donc, le coroner a demandé les notes d'évolution pour 1 an avant son décès pour voir spécifiquement quelle date elle s'est présentée à l'hôpital spécifiquement pour chercher ses médicaments, tout en soulignant que si quelqu'un cherche de l'aide pour soigner un douleur, ce n'est pas tout à fait la même chose que se présenter à l'urgence en demandant de la morphine comme une base. Donc, à part de ça, il y a des questions à propos les doses de médicaments qu'elle a reçues, il y a les contre-indications dans les notes d'évolution et les témoignages des personnels de la santé. Donc, il y a beaucoup de questions, puis on est encore en attente des réponses. Quelles seront les prochaines étapes cette semaine? Bien, on est en congé aujourd'hui, mais les audiences vont reprendre demain. On a encore quelques travailleuses de santé sur la liste de témoins. Leurs identités sont protégées par cette ordonnance de non-publication. Mais environ à mi-semaine, on va changer de chemin, puis on va passer au volet de recommandations pour la commission. Donc, c'est plus les politiciens, les avocats, les chefs de la communauté de Manawan ou chefs de la communauté de la nation Atikamekw qui vont commencer avec leurs recommandations pour former effectivement les recommandations du coroner. Donc, quelque chose à revoir. Il y a beaucoup plus de sujets à aborder dans l'enquête. Merci beaucoup, Lindsay. Je suis Madame Sylvie. Yamé. Récemment, des Anishinabés de Pikougan ont marché sur la route 109 pour des mesures d'atténuation de la vitesse à la sortie de la communauté. 3 semaines ont passé depuis le décès d'Antoine Diamond, happé par un camion-ben alors qu'il voulait traverser la route. La chef Monique Kistabiche demande au ministre des Transports de passer à l'action pour la sécurité de sa population, puisque 12 Anishinabés ont perdu la vie sur la route 109 ces dernières années. Les mesures demandées sont une diminution de la vitesse, installation de feux clignotants et pose d'affiches à la sensibilisation à la sécurité routière. Dans une déclaration, le ministre des Transports, François Bonnardel, dit que l'équipe du MTQ rencontrera très bientôt le Conseil afin de leur faire part des avancées et des différentes pistes de solutions.
Tu sais, le gouvernement parle souvent de réconciliation, mais c'est le temps de passer aux choses concrètes puis prendre des décisions qui vont changer justement pour apporter la sécurité à notre population. Les centres d'amitié autochtones de l'Atuc, de Trois-Rivières et le Conseil de Wemotaci s'unissent pour augmenter l'accessibilité à des services culturellement pertinents et sécurisants à leurs membres. Une première entente entre le Conseil de Wemotaci et les deux centres d'amitié de la Mauricie. Au Québec, les centres d'amitié ont une collaboration avec les conseils à de différents niveaux, plus ou moins et d'autres pas du tout. Plusieurs Atikamekw quittent les communautés pour étudier, pour travailler. 30% des Atikamekw de Manawan, Obidjouan et de Wemotaci fréquentent le centre d'amitié de l'Atuc. Selon la directrice générale Lauriane Petitcoué, il est important de créer des liens avec les organismes communautaires, et ce, autant autochtones qu'allochtones. On est très actifs dans le mouvement des centres d'amitié, on est très unis, on s'entraide, on co-construit des choses ensemble, puis c'est ce qui fait la force. Et puis, vous savez, il y a eu quand même des annonces à un moment donné, des sorties médiatiques sur certaines relations qui sont moins bonnes. Au retour, nous vous présentons un reportage en lien avec les adaptations à la pandémie de 2 centres de thérapies autochtones. Soyez là. Rebienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Les centres de thérapie sont classés prioritaires par le gouvernement du Québec. Mais les centres au niveau des communautés ont dû fermer quelques semaines en début de pandémie. Ils ont dû se réajuster pour continuer de donner un service dans un contexte où les besoins ont augmenté et changé. Voici un reportage que j'ai préparé pour vous. J'ai pris la décision de fermer toutes les entreprises et tous les commerces, sauf pour les services essentiels. C'était à la première vague. Les centres de thérapie autochtones, eux, pour la sécurité des communautés, ont fermé. Ils ont dû couper de moitié dans les admissions du fait que les chambres sont doubles et les toilettes sont communicantes. Malheureusement, les dépendances, ça n'a pas arrêté en même temps que le COVID, puis même que ça s'est accentué. Hein? Par la suite, les centres ont dû diversifier leurs services pour continuer à fournir de l'aide autrement. Pour Christine Jean, directrice du centre de réadaptation Wapan à l'Atuc, le fait de ne pas pouvoir remplir pleinement leur mission a été difficile, car la pandémie a accentué les problèmes de consommation. Puis il y a des décisions qui ont été prises qui étaient probablement réfléchies. Il y a certaines communautés qui ont cessé l'accès à avoir des produits d'alcool dans leur communauté. Par contre, les gens avaient plus accès à des services, avaient plus les soutiens s'ils voulaient entamer un cheminement. Jean dit que d'autres problèmes en santé mentale se sont ajoutés, dont l'insécurité et l'anxiété. Les employés ont fait du télétravail, répondaient aux appels téléphoniques et faisaient des interventions par Messenger. Ils faisaient des ateliers pour montrer de l'artisanat, pour montrer la spiritualité, et d'autres employés ont travaillé pour les aînés. Parce que déjà, en partant, un dépendant s'isole déjà. Puis là, par obligation, il est obligé encore de s'isoler encore plus. C'est ça, c'est compliqué pour ces personnes-là. Il fallait garder le centre ouvert, les téléphones ouverts. Le bailleur de fonds, le secrétariat des affaires autochtones, n'a pas amputé les fonds destinés pour ces 2 maisons de thérapie. Mais un peu d'aide arrive bientôt. Dans les prochaines semaines, Waban aura un psychologue et un psychiatre, et Miamois-Bogun veut élargir son offre de services aux familles. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. L'Assemblée des Premières Nations élira un nouveau chef national en juillet prochain. Le chef national actuel, Perry Bellegarde, ne sollicitera pas un nouveau mandat. Le processus électoral aura lieu en ligne, mais comme nous l'explique Jimmy Pachagumskum, certaines personnes souhaitent son report. Mary-Ellen Turple-Lafont est une ancienne juge saskatchewanaise de la nation Cri. Elle soutient qu'il n'est pas approprié de procéder à une élection de l'APN pendant la pandémie.
It's a really painful time for people have stopped having ceremonies. They've stopped connecting for public safety reasons. And we're not in a mindset to be able to meet and discuss things fully at this time. And I think by fall and winter, we could be in a much better position to be able to do that. Madame Turple-Lafont a écrit une lettre au comité exécutif de l'OPN dans laquelle elle demande de reporter l'événement jusqu'en décembre prochain. Mais l'élection aura tout de même lieu comme prévu. Mary Ellen Turple-Lafont y voit certains inconvénients. To put it bluntly, the most likely outcome of following through with the current virtual election plan is an election that's less democratic, less fair, less accessible, and it will result in a weakened ability for the AFN to represent and advocate for First Nation. We could very much get a result where someone's elected and very quickly removed. Mary Ellen Turple-Lafont souligne qu'aucune femme n'a occupé le poste de chef national à ce jour. Et aucune femme n'a encore déclaré son intention de se présenter pour occuper ce poste. Et selon Mme Turple-Lafont, la pandémie de COVID-19 pourrait y être pour quelque chose. Indigenous women and First Nations women were 4 to 5 times more likely to get a confirmed diagnosis of COVID, and we're bearing the biggest burden of caring for people with COVID and managing safety in their community. So not only is this virtual election coming in a way that does not accommodate accessibility, but it doesn't acknowledge the position of women. Sheila North est une ancienne grande chef régionale au Manitoba. On lui a demandé de se présenter comme chef national. I have to be closer to home to be part of the healing process and going forward with my community and with my family. So that's one of the biggest reasons why I decided to stay in Manitoba. Pendant ce temps, Michèle Audette a démenti toutes les rumeurs au sujet de sa candidature. J'ai dit merci, je vais passer mon tour. C'est mon amour, je crois à nos organisations, mais c'est pas là, pas pour le moment. APTN News a communiqué avec l'OPN pour obtenir ses commentaires sur la décision définitive qui sera rendue. Mais au moment de la diffusion en direct, nous n'avions reçu aucune réponse. La période de mise en candidature pour le poste de chef national prendra fin le 2 juin. Les élections auront lieu le 7 juillet. Un reportage de Jamie Pashagumscom, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter et vous pouvez aussi nous joindre par courriel. Après la pause, je vous présente une entrevue en lien avec la création d'une recherche sur la stérilisation forcée au Québec. Restez là. Rebienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Récemment, il y a eu un lancement d'une recherche sur les stérilisations imposées et le consentement libre et éclairé chez les femmes autochtones au Québec. L'UQAD dirige cette recherche et divers partenaires y s'y sont joints, dont la CSSS-PNQL. Québec ne participera pas à cette initiative. Les chercheuses sont à la recherche de témoignages jusqu'au 31 août. Voici Suzy Basile, chercheuse et professeure, pour nous en dire plus. Koué, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Koué, Madame Ambroise. Pouvez-vous nous expliquer la stérilisation imposée et aussi quelles sont les violences obstétricales? En fait, quand on parle de stérilisation imposée, c'est qu'on parle de personnes, de femmes souvent, qui auraient pu avoir subi une stérilisation par une ligature des trompes, par exemple, ou d'autres moyens, sans le savoir. Donc, souvent, on se rend compte que les femmes l'apprennent quelques années plus tard, après avoir réalisé qu'elles ne pouvaient plus avoir d'autres enfants, et se faire examiner par un médecin et se faire dire à ce moment-là qu'elles ont été stérilisées dans le passé. Quand on parle de violence obstétricale, on parle de tout ce qui entoure cette intervention-là, c'est-à-dire tous les pressions qui auraient pu être subies par une personne, toutes les paroles désobligeantes qui auraient pu être dites envers une femme pour qu'elle accepte finalement une ligature des trompes, par exemple, ou encore des touchés sur son corps qui sont non consentis ou qui sont non informés avant qu'on procède. Donc, toutes ces actions-là dont les femmes
n'étaient pas mis au courant ou n'étaient pas en mesure de donner leur consentement sont considérées comme des violences obstétricales. Pouvez-vous nous expliquer le concept libre et éclairé? Est-ce que cela aussi pourrait être comme une allusion du médecin ou du personnel de santé? Et est-ce que ça se situe seulement dans le système de santé? En fait, le consentement libre et éclairé devrait se situer partout, dans toutes les sphères de nos sociétés. Une personne devrait être en mesure de donner son plein consentement, c'est-à-dire libre, d'une manière volontaire, et aussi éclairé, c'est-à-dire avec toute l'information qui entoure la décision qui doit être prise. Donc, que ce soit dans le domaine de la santé ou que ce soit dans d'autres domaines, là, si on pense à l'extraction des ressources naturelles, par exemple, où dans le passé, on a rarement demandé aux peuples autochtones leur avis sur la question, ben si on ramène ça dans le milieu médical, ben c'est un peu la même chose. Une femme autochtone, une personne devrait avoir toute l'information nécessaire pour prendre une décision libre sur une intervention qu'on lui propose. Est-ce que l'on a une idée, c'est où les femmes en sont victimes? Est-ce qu'il y a une région plus que l'autre? On n'a pas de chiffres pour le moment, on n'a pas de portrait clair de la situation. On sait juste qu'au Québec, il y a, selon les témoignages qu'on nous a apporter individuellement, si vous voulez, à l'heure où on se parle, il y aurait des cas de pression ou de violence obstétricale qui auraient été subis par des femmes autochtones. Et c'est la raison de la recherche, en fait, qu'on a lancée cette semaine, c'est qu'on veut rassembler un maximum de témoignages possibles sur ces questions-là. On sait que ça s'est passé dans l'ensemble des territoires et des provinces canadiennes. Donc, qu'est-ce qui nous permettrait de croire que ça ne s'est pas passé au Québec? C'est un peu ça qu'on veut mettre en lumière, puis surtout documenter. Que peut faire une femme si elle veut raconter son histoire en vue de la recherche et quels sont les critères? En fait, toute femme autochtone de 18 ans et plus qui aurait une histoire à partager avec nous peut nous contacter à la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. Nous avons mis en place un système de ligne téléphonique, d'adresse courriel également et une page web sur laquelle vous pouvez aller chercher toutes les informations. Nous avons embauché une infirmière autochtone à la retraite, bilingue, qui est en mesure de prendre les témoignages et de faire une première entrevue, une première discussion avec les personnes. C'est sûr que dans le contexte de pandémie actuelle, nous ne pouvions pas prévoir se déplacer et aller dans l'ensemble des communautés, mais c'est quelque chose qu'on aurait aimé faire, bien sûr, pour être en mesure de rencontrer les personnes face à face. Mais pour le moment, nous procédons de cette manière-là. Et on permet aussi aux femmes de témoigner pour une autre personne, que ce soit pour sa mère, sa tante, sa fille, un peu dans le même esprit que ce qu'on a vu dans les témoignages livrés aux différentes commissions et enquêtes nationales dans les dernières années. Donc, on est très flexible sur la manière dont les femmes peuvent nous transmettre leur expérience. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Moi aussi. Yamé. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Yamé.